Bonjour à tous, aujourd'hui nous passons au chapitre 38. Un homme puissant. Mais il y a tant de mystère dans ses démarches et d'élégance dans sa taille. Qui peut-elle être? Schiller. Les portes du donjon s'ouvrirent de fort bonne heure le lendemain. Julien fut réveillé en sursaut. Ah bon Dieu, pensa-t-il, voilà mon père. Quelle scène désagréable. Au même instant, une femme vêtue en paysanne se précipita dans ses bras en le serrant d'une façon convulsive. Il eut peine à la reconnaître. C'était mademoiselle de la Mole. Méchant, je n'ai su que par ta lettre où tu étais. Ce que tu appelles ton crime, et qui n'est qu'une noble vengeance qui me révèle toute la hauteur du cœur qui bat dans cette poitrine, j'en l'ai su qu'à Verrières. Malgré ses préventions contre mademoiselle de la Mole, que d'ailleurs elle ne s'avouait pas bien nettement, Julien la trouva fort jolie. Comment ne pas voir dans toute cette façon d'agir et de parler un sentiment noble, désintéressé, bien au-dessus de ce qu'aurait osé une âme petite et vulgaire. Il crut encore aimer une reine, et après quelques instants, ce fut avec une rare noblesse d'élocution et de pensée qu'il lui dit « L'avenir se dessinait à mes yeux fort clairement. Après ma mort, je vous remariais à monsieur de Croisenois, qui aurait épousé une veuve. L'âme noble, mais un peu romanesque, de cette veuve charmante, étonnée et convertie au culte de la prudence vulgaire par un événement singulier, tragique et grand pour elle, eût daigné comprendre le mérite fort réel de jeune marquis. Vous vous seriez résigné à être heureuse du bonheur de tout le monde, la considération, les richesses, le haut rang. Mais chère Mathilde, votre arrivée à Besançon, si elle est soupçonnée, va être un coup mortel pour monsieur de la Mole. Et voilà ce que jamais je ne me pardonnerai. Je lui ai déjà causé tant de chagrin. L'académicien va dire qu'elle a réchauffé un serpent dans son sein. J'avoue que je me tendais plus à tant de froide raison, à tant de soucis pour l'avenir, dit mademoiselle de la Mole, à demi fâchée. Ma femme de chambre, presque aussi prudente que vous, a pris un passeport pour elle, et c'est sous le nom de madame Michelet que j'ai couru la poste. Et madame Michelet a pu arriver aussi facilement jusqu'à moi? Ah, tu es toujours l'homme supérieur, celui que j'ai distingué. D'abord, j'ai offert 100 francs à un secrétaire de juge qui prétendait que mon entrée dans ce donjon était impossible. Mais l'argent reçu, cet honnête homme m'a fait attendre à élever des objections, j'ai pensé qu'il songeait à me voler. Elle s'arrêta. Eh bien, dit Julien, ne te fâche pas, mon petit Julien, lui dit-elle en l'embrassant. J'ai été obligée de dire mon nom à ce secrétaire, qui me prenait pour une jeune ouvrière de Paris amoureuse de beau Julien. En vérité, ce sont ces termes. Je lui ai juré que j'étais ta femme, et j'aurais une permission pour te voir chaque jour. La folie est complète, pensa Julien, je n'ai pu l'empêcher. Après tout, monsieur de la Mole est un si grand seigneur que l'opinion saura bien trouver une excuse au jeune colonel qui épousera cette charmante veuve. Ma mort prochaine couvrira tout. Et il se livra avec délice à l'amour de Mathilde. C'était de la folie, de la grandeur d'âme, tout ce qu'il y a de plus singulier. Il lui proposa sérieusement de se tuer avec lui. Premier transport, et lorsqu'elle se fut rassasiée du bonheur de voir Julien, une curiosité vive s'empara tout à coup de son âme. Elle examinait son amant qu'elle trouva bien au-dessus de ce qu'elle s'était imaginé. Boniface de la Mole lui semblait ressuscité, mais plus héroïque. Mathilde vit les premiers avocats du pays qu'elle offensa en leur offrant de l'or trop crûment. Mais ils finirent par accepter. Elle arriva rapidement à cette idée qu'en fait de choses douteuses et d'une haute portée, tout dépendait à Besançon de monsieur l'abbé de Frilair. Sous le nom obscur de madame Michelet, elle trouva d'abord d'insurmontables difficultés pour parvenir jusqu'au tout-puissant congréganiste. Mais le bruit de la beauté d'une jeune marchande de mode, folle d'amour et venue de Paris à Besançon, pour consoler le jeune abbé Julien Sorel, se répandit dans la ville. Mathilde courait seule à pied. Dans les rues de Besançon, elle espérait n'être pas reconnue. Dans tous les cas, elle ne croyait pas inutile à sa cause de produire une grande impression sur le peuple. Sa folie songeait à la faire révolter, pour sauver Julien marchant à la mort. Mademoiselle de la Mole croyait être vêtue simplement et comme il convient à une femme dans la douleur. Elle l'était de façon à attirer tous les regards.
Elle était à Besançon l'objet de l'attention de tous, lorsqu'après 8 jours de sollicitation, il obtint une audience de M. de Frilair. Quel que fût son courage, les idées de congréganiste, en flou et de profonde et prudente scélératesse, étaient tellement liées dans son esprit qu'elle trembla en sonnant à la porte de l'évêché. Elle pouvait à peine marcher lorsqu'il lui fallut monter l'escalier qui conduisait à l'appartement du premier grand vicaire. La solitude du palais épiscopal lui donnait froid. Je pus m'asseoir sur un fauteuil et ce fauteuil me saisir les bras, j'aurais disparu. À qui ma femme de chambre pourra-t-elle me demander? Le capitaine de gendarmerie se gardera bien d'agir. Je suis isolée dans cette grande ville. À son premier regard, dans l'appartement, mademoiselle de la Mole fut rassurée. D'abord, c'était un laquais à un livret fort élégante qui lui avait ouvert. Le salon où on la fit attendre étalait ce luxe fin et délicat, si différent de la magnificence grossière, et que l'on ne trouve à Paris que dans les meilleures maisons. Dès qu'elle aperçut M. de Frilair qui venait à elle d'un air paterne, toutes les idées de crime atroce disparurent. Elle ne trouva pas même sur cette belle figure l'empreinte de cette vertu énergique et quelque peu sauvage, si antipathique à la société de Paris. Le demi-sourire qui animait les traits du Pierre qui disposait de tout à Besançon annonçait l'homme de bonne compagnie, le prélat instruit, l'administrateur habile. Mathilde se crut à Paris. Il ne fallut que quelques instants à M. de Frilair pour amener Mathilde à lui avouer qu'elle était la fille de son puissant adversaire, le marquis de la Mole. « Je ne suis point en effet madame Michelet, dit-elle en reprenant toute la hauteur de son maintien, et cet aveu me coûte peu, car je viens vous consulter, monsieur, sur la possibilité de procurer l'évasion de M. de la Vernède. D'abord, il n'est coupable que d'une étourderie. La femme sur laquelle il a tiré se porte bien. En second lieu, pour séduire les subalternes, je puis remettre sur le champ 50 000 francs et m'engager pour le double. Enfin, ma reconnaissance et celle de ma famille ne trouvera rien d'impossible pour qui aura sauvé M. de la Vernède. » M. de Frilair apparaissait étonné de ce nom. Mathilde lui montra plusieurs lettres du ministre de la Guerre, adressées à M. Julien Sorel de la Vernède. Vous voyez, monsieur, que mon père se chargeait de sa fortune. C'est tout simple. Je l'ai épousé en secret. Mon père désirait qu'il fût officier supérieur avant de déclarer ce mariage un peu singulier pour la Mole. Mathilde remarqua que l'expression de la bonté et d'une gaieté douce s'évanouissait rapidement à mesure que M. de Frilair arrivait à des découvertes importantes. Une finesse mêlée de fausseté profonde se peignit sur sa figure. L'abbé avait des doutes et relisait lentement les documents officiels. Quel parti puis-je tirer de ces étranges confidences se disait-il. Me voici tout d'un coup en relation intime avec une amie de la célèbre maréchale de Fervaques, nièce toute puissante de monseigneur l'évêque par qui l'on est évêque en France. Ce que je regardais comme reculé dans l'avenir se présente à l'improviste. Ceci peut me conduire au but de tous mes vœux. D'abord Mathilde fut effrayée du changement rapide de la physionomie de cet homme si puissant, avec lequel elle se trouvait seule dans un appartement reculé. Mais quoi, se dit-elle bientôt, la pire chance n'eût-elle pas été de ne faire aucune impression sur le froid égoïsme d'un prêtre rassasié de pouvoir et de jouissance? Éblouie de cette voie rapide et imprévue qui s'ouvrait à ses yeux pour arriver à l'épiscopat, étonnée du génie de Mathilde. Un instant, M. de Frilair ne fut plus sur ses gardes. Mademoiselle de la Mole le vit presque à ses pieds, ambitieux et vif jusqu'au tremblement nerveux. Tout s'éclaircit, pensa-t-elle. Rien ne sera impossible ici à l'amie de madame de Fervaques. Malgré un sentiment de jalousie encore bien douloureux, elle eut le courage d'expliquer que Julien était l'ami intime de la maréchale et rencontrait presque tous les jours chez elle monseigneur l'évêque de... Quand on tirerait au sort 4 ou 5 fois de suite une liste de 36 jurés parmi les notables habitants de ce département, dit le grand vicaire avec l'âpre regard de l'ambition, et en appuyant sur les mots je me considérais comme bien peu chanceux. Si dans chaque liste je ne comptais pas 8 ou 10 amis et les plus intelligents de la troupe. Presque toujours j'aurais la majorité, plus qu'elle-même, pour condamner, voyez, mademoiselle, avec quelle grande facilité je puis faire absurde. L'abbé s'arrêta tout à coup.
Comme étonné du son de ces paroles, il avouait des choses que l'on ne dit jamais aux profanes. Mais à son tour, il frappa Mathilde de stupeur, quand il lui apprit de ce qui étonnait et intéressait surtout la société de Besançon dans l'étrange aventure de Julien. C'est qu'il avait inspiré autrefois une grande passion à madame de Rênal, et l'avait longtemps partagée. Monsieur de Frilair s'aperçut facilement du trouble extrême qui produisait son récit. J'ai ma revanche, pensa-t-il. Enfin, voici un moyen de conduire cette petite personne si décidée. Je tremblais de n'y pas réussir. L'air distingué et plus facile à mener redoublait à ses yeux le charme de la rare beauté qu'il voyait presque suppliante devant lui. Il reprit tout son sang-froid et n'hésita point à retourner le poignard dans son cœur. Je ne serais pas surpris, après tout, lui dit-il d'un air léger, quand nous apprendrions que c'est par jalousie que M. Sorel a tiré 2 coups de pistolet à cette femme autrefois tant aimée. Il s'en faut bien qu'elle soit sans agrément. Et depuis peu, elle voyait fort souvent un certain abbé Marquineau de Dijon, espèce de janséniste sans mœurs, comme ils sont tous. Monsieur de Frilair tortura voluptueusement et à loisir le cœur de cette jolie fille, dont il avait surpris le secret. Pourquoi, disait-il en arrêtant des yeux ardents sur Mathilde, M. Sorel aurait-il choisi l'Église, si ce n'est parce que, précisément en cet instant, son rival y célébrait la messe. Tout le monde accorde infiniment d'esprit et encore plus de prudence à l'homme heureux que vous protégez. Quoi de plus simple que de se cacher dans les jardins de M. de Rênal qu'il connaît si bien. Là, avec la presque certitude de n'être ni vu, ni pris, ni soupçonné, il pouvait donner la mort à la femme dont il était jaloux. Ce raisonnement, si juste en apparence, acheva de jeter Mathilde hors d'elle-même. Cette âme altère, mais saturée de toute cette prudence sèche qui passe dans le grand monde pour peindre fidèlement le cœur humain, n'était pas faite pour comprendre vite le bonheur de se moquer de toute prudence qui peut être si vif pour une âme ardente. Dans les hautes classes de la société de Paris où Mathilde avait vécu, la passion ne peut que bien rarement se dépouiller de prudence, si c'est du 5e étage qu'on se jette par la fenêtre. Enfin, l'abbé de Frilair fut sûr de son empire. Il fit entendre à Mathilde, sans doute il mentait, qu'il pouvait disposer à son gré du ministère public chargé de soutenir l'accusation contre Julien. Après que le sort aurait désigné les 36 jurés de la session, il ferait une demande directe et personnelle auprès de 30 jurés au moins. Si Mathilde n'avait pas semblé si jolie à M. de Frilair, il ne lui parlait aussi clairement qu'à la 5e ou 6e entrevue. On passe au chapitre 39. L'intrigue. Castres, 1676. Un frère vient d'assassiner sa sœur dans la maison voisine de la mienne. Ce gentilhomme était déjà coupable d'un meurtre. Son père, en faisant distribuer secrètement 500 écus aux conseillers, lui a sauvé la vie. Locke, voyage en France. En sortant de l'évêché, Mathilde n'hésita pas à envoyer un courrier à madame de Fervaques. La crainte de se compromettre ne l'arrêta pas une seconde. Elle conjurait sa rivale d'obtenir une lettre pour M. de Frilair, écrite en entier de la main de monseigneur l'évêque de... Elle allait jusqu'à la supplier d'accourir elle-même à Besançon. Ce trait fut héroïque de la part d'une âme jalouse et fière. D'après le conseil de Fouquet, elle avait eu la prudence de ne point parler de ses démarches à Julien. Sa présence le troublait passait sans cela. Plus honnête homme à l'approche de la mort qu'il ne l'avait été durant sa vie, il avait des remords non seulement envers M. de la Mole, mais aussi pour Mathilde. Quoi donc, se disait-il, je trouve auprès d'elle des moments de distraction et même de la nuit. Elle se perd pour moi, et c'est ainsi que je la récompense. Serais-je donc un méchant? Cette question l'eut bien peu occupé quand il était ambitieux, alors ne pas réussir était la seule honte à ses yeux. Son malaise moral auprès de Mathilde était d'autant plus décidé qu'il lui inspirait en ce moment la passion la plus extraordinaire et la plus folle. Elle ne parlait que des sacrifices étranges qu'elle voulait faire pour le sauver. Exaltée par un sentiment dont elle était fière et que l'emportait sur tout son orgueil, elle voulut ne pas laisser passer un instant de sa vie sans le remplir par quelque démarche extraordinaire. Les projets les plus étranges, les plus périlleux pour elle remplissaient ses longs entretiens avec Julien. Les geôliers bien payés la laissaient régner dans la prison. Les idées de Mathilde ne se bornaient pas au sacrifice de sa réputation. Peu lui importait de faire connaître son état à toute la société.
Se jeter à genoux pour demander la grâce de Julien devant la voiture du roi allant au galop, attirer l'attention du prince au risque de se faire 1000 fois écraser, était une des moindres chimères que rêvait cette imagination exaltée et courageuse. Par ses amis employés auprès du roi, elle était sûre d'être admise dans les parties réservées du parc de Saint-Cloud. Julien se trouvait peu digne de tant de dévouement, à vrai dire, il était fatigué d'héroïsme. C'eût été une tendresse simple, naïve et presque timide qui se fût trouvée sensible, tandis qu'au contraire, il fallait toujours l'idée d'un public et des autres à l'âme hautaine de Mathilde. Au milieu de toutes ces angoisses, de toutes ces craintes pour la vie de cet amant auquel elle ne voulait pas survivre, Julien sentait qu'elle avait un besoin secret d'étonner le public par l'excès de son amour et la sublimité de ses entreprises. Julien prenait de l'humeur de ne point se trouver touché de tout cet héroïsme. Qu'eût été, qu'eût été, s'il eût connu toutes les folies dont Mathilde accablait l'esprit dévoué, mais éminemment raisonnable et borné du bon Fouquet. Il ne savait trop que blâmer dans le dévouement de Mathilde, car lui aussi eût sacrifié toute sa fortune et exposé sa vie au plus grand hasard pour sauver Julien. Il était stupéfait de la quantité d'or jeté par Mathilde. Les premiers jours, les sommes ainsi dépensées en imposèrent à Fouquet qui avait pour l'argent toute la vénération d'un provincial. Enfin, il découvrit que les projets de mademoiselle de La Mole variaient souvent, et à son grand soulagement trouva un mot pour blâmer ce caractère si fatigant pour lui. Pour lui, elle était changeante. De cette épithète à celle de mauvaise tête, le plus grand anathème en Provence, il n'y a qu'un pas. Il est singulier, se disait Julien, un jour que Mathilde sortait de sa prison, qu'une passion si vive et dont je suis l'objet me laisse tellement insensible. Et je l'adorais il y a 2 mois. J'avais bien lu que l'approche de la mort désintéresse de tout, mais il est affreux de se sentir ingrat et de ne pouvoir se changer. Je suis donc un égoïste. Il se faisait à ce sujet les reproches les plus humiliants. L'ambition était morte en son cœur, une autre passion y était sortie de ses cendres. Il appelait les remords d'avoir assassiné madame de Rênal. Dans le fait, il en était éperdument amoureux. Il trouvait un bonheur singulier quand laissé absolument seul et sans crainte d'être interrompu. Il pouvait se livrer tout entier au souvenir des journées heureuses qu'il avait passées jadis à Verrières ou à Vergy. Les moindres incidents de ces temps trop rapidement envolés avaient pour lui une fraîcheur et un charme irrésistibles. Jamais il ne pensait à ses succès de Paris et il en était ennuyé. Ces dispositions qui s'accroissaient rapidement furent en partie devinées par la jalousie de Mathilde. Elle s'apercevait fort clairement qu'elle avait à lutter contre l'amour de la solitude. Quelquefois, elle prononçait avec terreur le nom de madame de Rênal. Elle voyait frémir Julien, sa passion n'eut désormais ni borne ni mesure. « S'il meurt, je meurs après lui », se disait-elle avec toute la bonne foi possible. Que diraient les salons de Paris en voyant une fille de mon rang adorer à ce point un amant destiné à la mort? Pour trouver de tels sentiments, il faut remonter au temps des héros. C'étaient des amours de ce genre qui faisaient palpiter les cœurs du siècle de Charles IX et de Henri III. Au milieu des transports les plus vifs, quand elle serrait contre son cœur la tête de Julien, quoi, se disait-elle avec horreur, cette tête charmante serait destinée à tomber. Eh bien, ajouta-t-elle enflammée d'un héroïsme qui n'était pas sans bonheur, mes lèvres, qui se pressent contre ces jolis cheveux, seront glacées moins de 24 heures après. Les souvenirs de ces moments d'héroïsme et d'affreuse volupté l'attachaient d'une étreinte invincible. De suicide si occupante par elle-même et jusqu'ici si éloignée de cette âme altère. Il pénétra et se fut pour y régner bientôt avec un empire absolu. Non, le sang de mes ancêtres ne s'est point attiédi. En descendant jusqu'à moi, se disait Mathilde avec orgueil. J'ai une grâce à vous demander, lui dit un jour son amant. Mettez votre enfant en nourrice à Verrières. Madame de Rênal surveillera la nourrice. Ce que vous me dites là est bien dur. Et Mathilde pâlit. Il est vrai, et je t'en demande 1000 fois pardon, s'écria Julien, sortant de sa rêverie et la serrant dans ses bras. Après avoir séché ses larmes, il revint à sa pensée, mais avec plus d'adresse. Il avait donné à la conversation un tour de philosophie mélancolique. Il parlait de cet avenir qui allait sitôt se fermer pour lui.
Il faut convenir, cher ami, que les passions sont un accident dans la vie, mais cet accident ne se rencontre que chez les âmes supérieures. La mort de mon fils serait au fond un bonheur pour l'orgueil de votre famille. C'est ce que devineront les subalternes. La négligence sera le lot de cet enfant de malheur et de la honte. J'espère qu'à une époque que je ne veux point fixer, mais que pourtant mon courage entrevoit, vous obéirez à mes dernières recommandations. Vous épouserez monsieur le marquis de Croisenois. Quoi? Déshonoré? Le déshonneur ne pourra prendre sur un nom tel que le vôtre. Vous serez une veuve et la veuve d'un fou, voilà tout. J'irai plus loin. Mon crime n'ayant point l'argent pour moteur ne sera point déshonorant. Peut-être à cette époque, quelque législateur philosophe aura obtenu des préjugés de ses contemporains la suppression de la peine de mort. Alors quelque voix amie dira, comme un exemple, tenez, le premier époux de mademoiselle de la Mole était un fou, mais non, pas un méchant, un scélérat. Il fut absurde de faire tomber cette tête, alors ma mémoire ne sera point infâme. Du moins après un certain temps. Votre position dans le monde, votre fortune, et permettez-moi de le dire, votre génie feront jouer à monsieur de Croisenois, devenu votre époux, un rôle auquel tout seul il ne saurait atteindre. Il n'a que de la naissance et de la bravoure, et ces qualités, toutes seules qui faisaient un homme accompli en 1729, sont anachronisme un siècle plus tard. Il ne donne que des prétentions. Il faut encore d'autres choses pour se placer à la tête de la jeunesse française. Vous porterez le secours d'un caractère ferme et entreprenant en parti politique où vous jeterez votre époux. Vous pourrez succéder aux Chevreuse et aux Longueville de la Fronde. Mais alors, cher ami, le feu céleste que vous anime en ce moment sera un peu attidi. Permettez-moi de vous le dire, ajouta-t-il après beaucoup d'autres phrases préparatoires, dans 15 ans, vous regarderez comme une folie excusable, mais pourtant comme une folie, l'amour que vous avez eu pour moi. Il s'arrêta tout à coup et devint rêveur. Il se trouva de nouveau vis-à-vis cette idée si choquante pour Mathilde. Dans 15 ans, madame de Rênal adorera mon fils, et vous l'aurez oublié. Chapitre 40. La tranquillité. C'est parce que alors j'étais fou qu'aujourd'hui je suis sage. Ô philosophe qui ne voit rien que d'instantané, que tes vues sont courtes. Ton œil n'est pas fait pour suivre le travail souterrain des passions. Madame Goethe. Cet entretien fut coupé par un interrogatoire suivi d'une conférence avec l'avocat chargé de la défense. Ces moments étaient les seuls absolument désagréables d'une vie pleine d'incurie et de rêveries tendres. Il y a meurtre, et meurtre avec préméditation, dit Julien au juge comme à l'avocat. J'en suis fâché, monsieur, ajouta-t-il en souriant, mais ceci réduit votre besogne à bien peu de choses. Après tout, se disait Julien quand il fut parvenu à se délivrer de ces deux êtres, il faut que je sois brave, et apparemment plus brave que ces deux hommes. Et regarde comme le comble des maux, comme le roi des épouvantements, ce duel à l'issue malheureuse dont je ne m'occuperai sérieusement que le jour même. C'est que j'ai connu un plus grand malheur, continua Julien, philosophant avec lui-même. Je souffrais bien autrement durant mon premier voyage à Strasbourg, quand je me croyais abandonné par Mathilde. Et pouvoir dire que j'ai désiré avec tant de passion cette intimité parfaite qui aujourd'hui me laisse si froid. Dans le fait, je suis plus heureux, seul, que quand cette fille si belle partage ma solitude. L'avocat, homme de règles et de formalités, le croyait fou et pensait avec le public que c'était la jalousie qui lui avait mis le pistolet à la main. Un jour, il hasarda de faire entendre à Julien que cette allégation, vraie ou fausse, serait un excellent moyen de plaidoirie. Mais l'accusé redevine en un clin d'œil un être passionné et incisif. Sur votre vie, monsieur, s'écria Julien hors de lui, souvenez-vous de ne plus proférer cet abominable mensonge. Le prudent avocat eut peur un instant d'être assassiné, et préparait sa plaidoirie parce que l'instant décisif approchait rapidement. Besançon et tout le département ne parlaient que de cette cause célèbre. Julien ignorait ce détail. Il avait prié qu'on ne lui parlât jamais de ces sortes de choses. Ce jour-là, Fouquier et Mathilde, ayant voulu lui apprendre certains bruits publics, fort propres selon eux, à donner des espérances, Julien les avait arrêtés dès le premier mot. « Laissez-moi ma vie idéale.
Vos petites tracasseries, vos détails de la vie réelle, plus ou moins froissants pour moi, me tireraient du ciel. On meurt comme on peut. Moi, je ne veux penser à la mort qu'à ma manière. Qui, que m'importent les autres? Mes relations avec les autres vont être tranchées brusquement. De grâce, ne me parlez plus de ces gens-là. C'est bien assez d'être encore encanaillé à la vue de juge d'instruction et de l'avocat. Au fait, se disait-il à lui-même, il paraît que mon destin est de mourir en rêvant. Un être obscur tel que moi, sûr d'être oublié avant 15 jours, serait bien dupe, il faut l'avouer, de jouer la comédie. Il est singulier pourtant que je n'ai connu l'art de jouir de la vie que depuis que j'en vois le terme si près de moi. Il passait ces dernières journées à se promener sur l'étroite terrasse au haut du donjon, fumant d'excellents cigares que Mathilde avait envoyés chercher en Hollande par un courrier, et sans se douter que son apparition était attendue chaque jour par tous les télescopes de la ville. Sa pensée était à Vergy. Jamais il ne parlait de Madame de Rênal à Fouqué. Mais 2 ou 3 fois, cet ami lui dit qu'elle se rétablissait rapidement, et ce mot retentit dans son cœur. Pendant que l'âme de Julien était presque toujours tout entier dans le pays des idées, Mathilde occupait des choses réelles, comme il convient à un cœur aristocrate, avait su avancer à un tel point l'intimité de la correspondance directe entre Madame de Fervaques et Monsieur de Frilair que déjà le grand mot évêché avait été prononcé. La vénérable prélat chargée de la feuille des bénéfices ajouta un apostille à une lettre de sa nièce. Ce pauvre Sorel n'est qu'un étourdi. J'espère qu'on nous le rendra. À la vue de ces lignes, M. de Frilair fut comme hors de lui. Il ne doutait pas de sauver Julien. Sans cette loi jacobine qui a prescrit la formation d'une liste innombrable de jurés et qui n'a d'autre but réel que d'enlever toute influence aux gens bien nés, disait-il à Mathilde la veille du tirage au sort des 36 jurés de la session. J'aurais répondu du verdict. J'ai bien fait acquitter le curé. Ce fut avec plaisir que, le lendemain, parmi les noms sortis de l'urne, M. de Frilair trouva 5 congréganistes de Besançon et parmi les étrangers à la ville, les noms de messieurs Valnon, de Moirod, de Cholin. Je réponds d'abord de ces 8 jurés-ci, dit-il à Mathilde. Les 5 premiers sont des machines. Valnon est mon agent, Moirod me doit tout, et de Cholin est un imbécile qui a peur de tout. Le journal répandit dans le département les noms des jurés et Madame de Rênal, à l'inexprimable terreur de ce mari, voulut venir à Besançon. Tout ce que M. de Rênal pour obtenir fut qu'elle ne quitterait point son lit, afin de ne pas avoir le désagrément d'être appelée en témoignage. Vous ne comprenez pas ma position, disait l'ancien maire de Verrières. Je suis maintenant libéral de la défection, comme ils disent. Nul doute que ce polisson de Valnon et M. de Frilair n'obtiennent facilement de procureur général et des juges tout ce qui pourrait m'être désagréable. Madame de Rênal céda sans peine aux ordres de son mari. Si je paraissais à la cour d'assises, se disait-elle, j'aurais l'air de demander vengeance. Malgré toutes les promesses de prudence faites au directeur de sa conscience et à son mari, à peine arrivée à Besançon, elle écrivit de sa main à chacun des 36 jurés. Je ne paraîtrai point le jour de jugement, monsieur, parce que ma présence pourrait jeter de la défaveur sur la cause de monsieur Sorel. Je ne désire qu'une chose au monde, et avec passion, c'est qu'il soit sauvé. N'en doutez point, l'affreuse idée qu'à cause de moi un innocent a été conduit à la mort empoisonnerait le reste de ma vie et sans doute l'abrégerait. Comment pourriez-vous le condamner à mort tandis que moi je vis? Non, sans doute. La société n'a point le droit d'arracher la vie, surtout à un être tel que Julien Sorel. Tout le monde à Verrières lui a connu des moments d'égarement. Ce pauvre jeune homme a des ennemis puissants, mais même parmi ses ennemis, et combien n'en a-t-il pas, quel est celui qui met en doute ses admirables talents et sa science profonde?
Ce n'est pas un sujet ordinaire que vous allez juger, monsieur. Durant près de 18 mois, nous l'avons tous connu pieux, sage, appliqué, mais 2 ou 3 fois par an, il était saisi par des accès de mélancolie qui allaient jusqu'à l'égarement. Toute la belle saison, ma famille entière, monsieur, le sous-préfet lui-même, rendront justice à sa piété exemplaire. Il sait par cœur toute la Sainte Bible. Un impie se fut-il appliqué pendant des années à apprendre ce livre saint? Mes fils auront l'honneur de vous présenter cette lettre. Ce sont des enfants. Daignez les interroger, monsieur. Ils vous donneront sur ce pauvre jeune homme tous les détails qui seraient encore nécessaires pour vous convaincre de la barbarie qui aurait à la condamner. Bien loin de me venger, vous me donneriez la mort. Qu'est-ce que ses ennemis pourront opposer à ce fait? La blessure qui a été le résultat d'un de ces moments de folie que mes enfants eux-mêmes remarquaient chez leur précepteur est tellement peu dangereuse qu'après moins de 2 mois, elle m'a permis de venir en poste de verrière à Besançon. Si j'apprends, monsieur, que vous hésitez le moins du monde à soustraire à la barbarie des lois un être si pieux coupable, je sortirai de mon lit où me retiennent uniquement les ordres de mon mari et j'irai me jeter à vos pieds. Déclarez, monsieur, que la préméditation n'est pas constante et vous n'aurez pas à vous reprocher le sang d'un innocent, etc., etc. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. C'était assez intense comme les chapitres, hein. Donc j'espère que vous avez apprécié et on passera au chapitre suivant, donc 41, la prochaine fois. Sur ce, merci de votre attention et à très bientôt. Ciao.